Ma fille m'a envoyé un message froid. Brian m'accompagnera jusqu'à l'hôtel, c'est lui qui a été un vrai père, alors que toi, tu n'es qu'une déception qui a échoué dans tout. Elle a ajouté, n'essaie même pas de venir, tu ne ferais que me faire honte devant des gens qui comptent vraiment. J'ai répondu, donc tu choisis le partenaire d'adultère de ta mère à ma place, alors laisse-le payer le mariage. Après avoir raccroché, j'ai annulé tous les paiements et maintenant elle supplie, salut à tous. Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perd un peu d'élan et s'abonner est l'un des meilleurs moyens de nous soutenir. C'est rapide, gratuit et cela nous aide à continuer de vous apporter du contenu génial. Votre soutien signifie énormément. Continuons ensemble à faire grandir cette chaîne. Merci beaucoup. Maintenant commençons la vidéo. Cela s'est passé il y a quelques mois, et j'utilise un compte jetable car certains membres de ma famille connaissent mon pseudo principal sur Reddit. Aussi, l'anglais n'est pas ma langue maternelle, donc désolé pour les éventuelles erreurs. C'est une histoire longue donc je vais la diviser en chapitres. Un résumé est à la fin pour ceux qui veulent passer aux parties les plus croustillantes. Moi, homme de 52 ans, j'ai divorcé de mon ex-femme Sarah, femme de 48 ans, il y a 5 ans, après l'avoir surprise en train de tromper avec un collègue. Toute cette histoire a été un cauchemar que je suis encore en train de digérer honnêtement. Nous avons une fille, Emma, femme de 24 ans, qui avait 19 ans à l'époque et venait de commencer l'université. Laissez-moi vous peindre un tableau de ma vie avant le divorce. Je travaille comme chef de projet principal dans une entreprise de construction, j'y suis depuis 15 ans, j'ai gravi les échelons en commençant comme ouvrier général juste après le lycée, bon salaire, bons avantages, tout le rêve américain de la classe moyenne, je gagne environ 95 000 $ par an, ce qui est une bonne somme dans notre région. Sarah travaillait à temps partiel comme assistante administrative dans un cabinet dentaire, gagnant peut-être 25 000 $ par an en travaillant 3 jours par semaine. Elle avait choisi un emploi à temps partiel en prétendant vouloir être disponible pour les événements et activités scolaires d'Emma, même si honnêtement elle passait la plupart de son temps libre à se faire les ongles et à déjeuner avec des amis. J'étais le principal soutien financier pendant toute notre union de 18 ans, je payais l'hypothèque de notre maison de 4 chambres, les 2 voitures, la scolarité privée d'Emma, 15 000 $ par an, les vacances familiales à Disney World et dans des stations balnéaires, les cours de danse, les camps de foot, les programmes d'été, tout ce que vous pouvez imaginer. Je faisais des heures supplémentaires. Chaque fois que c'était possible, je prenais des projets le week-end, je faisais du conseil en plus, tout ça pour que ma famille ait tout ce qu'elle voulait. Le divorce a été absolument brutal et a duré 18 mois d'enfer pur. Sarah a essayé de me dépouiller de tout ce que j'avais, affirmant avoir sacrifié sa carrière pour notre famille, alors qu'elle avait choisi de travailler à temps partiel et avait refusé plusieurs fois de passer à temps plein au fil des ans. Son avocat était du genre agressif, déposant requête sur requête, traînant chaque sujet pour accumuler les heures facturables. Nous nous sommes battus pour tout, la maison, les comptes de retraite, la pension alimentaire, la pension pour enfants, même la vaisselle de mariage que nous n'avions jamais utilisée. Sarah demandait 3 000 $ par mois en pension, plus une pension alimentaire, affirmant qu'elle ne pouvait pas survivre avec seulement 25 000 $ par an, sans compter qu'elle avait choisi de travailler à temps partiel et qu'elle avait refusé mes suggestions pendant des années de retourner à l'école ou de suivre une formation pour un meilleur emploi. Le pire, c'était comment elle essayait de monter Emma contre moi pendant toute la procédure. J'en entendais parler indirectement par les remarques d'Emma, comme maman dit que papa veut nous laisser sans rien ou maman dit que papa a de l'argent caché qu'il ne dit pas au tribunal. Sarah avait des conversations en larmes avec Emma sur ça. Peur pour leur avenir financier, me faisant passer pour un monstre simplement parce que je voulais un accord équitable au lieu d'abandonner tout ce pourquoi j'avais travaillé. Après 18 mois d'enfer juridique et environ 40 000 $ en frais d'avocat, de l'argent qui aurait pu payer la première année d'études supérieures d'Emma, nous avons conclu un accord. J'ai gardé la maison avec un prêt immobilier qui restait sur 12 ans, mes comptes de retraite qui avaient été vidés par les frais juridiques et ma santé mentale, à peine, mais voici ce qui compte vraiment. Je me suis assuré qu'Emma soit prise en charge pendant tout ce chaos, même quand Sarah me saignait à blanc devant les tribunaux. Je n'ai jamais manqué un seul paiement pour les besoins d'Emma, les frais d'université dans une école privée, couverts, son appartement près du campus, payé en totalité chaque mois, le paiement d'une voiture Honda fiable, fait, l'assurance, le forfait téléphonique et une généreuse allocation mensuelle de 2 000 $ pour la nourriture, les vêtements, les loisirs, tout ce dont elle avait besoin, tout pris en charge par papa. J'ai fait ça parce qu'Emma était mon monde, je l'avais entraînée au foot, aidé pour ses devoirs chaque soir, emmené en camping père-fille, appris à conduire, j'étais présent pour toutes ses pièces de théâtre et ses remises de diplôme. C'était ma petite fille et j'étais déterminé à ce que le divorce de ses parents ne gâche pas son avenir. Mon ex a emménagé avec son partenaire d'adultère Brian, homme de 45 ans, environ 6 mois après que notre divorce ait été finalisé. Ce gars était tout ce que je n'étais pas, voiture tapa accent Graveleuil, vêtements coûteux, beau parleur.
Il travaillait dans la vente d'équipements médicaux et gagnait visiblement bien sa vie, mais surtout il n'avait aucune responsabilité, pas d'enfant, pas d'ex-femme, pas de bagages, juste un célibataire de 45 ans qui pouvait offrir du vin et des dîners. À mon ex-femme sans le moindre souci, je me suis remarié avec ma merveilleuse épouse Lisa, femme de 46 ans, il y a 2 ans. Lisa est incroyable, elle est infirmière, incroyablement gentille, patiente et compréhensive face à ma situation familiale compliquée. Elle a 2 enfants adultes qui vivent à l'autre bout du pays et elle s'est donné un mal fou pour créer un lien avec Emma. Lisa invitait Emma à déjeuner, lui envoyait des colis pendant la semaine des examens, n'oubliez jamais son anniversaire, essayait de l'inclure dans la préparation des fêtes. Elle a vraiment essayé d'être une belle-mère positive, et c'est là que ça devient intéressant, et par intéressant je veux dire absolument exaspérant. Emma nous traite moi et Lisa comme si nous étions une obligation gênante, tout en léchant les bottes de Brian et en le traitant comme s'il était l'homme le plus merveilleux du monde. Certains exemples me mettent encore hors de moi. Elle appelle Lisa cette femme ou la femme de papa et refuse de reconnaître notre mariage comme légitime. Quand les gens lui demandent de parler de sa famille, elle mentionne ma mère et son petit ami Brian mais ne dit jamais que je me suis remarié. Elle est constamment impolie et méprisante quand j'essaie d'avoir des conversations normales avec elle. J'appelle pour prendre de ses nouvelles, poser des questions sur l'école ou son travail, essayer de planifier une visite et je reçois des réponses d'un mot et de longs soupirs comme si je la dérangeais. Elle oublie de nous inviter aux réunions de famille, aux fêtes d'anniversaire, aux remises de diplômes mais Brian est toujours bien en évidence sur toutes les photos qu'elle publie ensuite. En parlant des réseaux sociaux c'était la pire partie, elle publie constamment à propos de Brian. Brian m'a emmené dans ce restaurant incroyable, Brian m'a donné d'excellents conseils sur ma spécialité, Brian m'apprend à changer l'huile de ma voiture. Tellement reconnaissante envers Brian qui a été comme un vrai père pour moi pendant cette période difficile. Pendant ce temps c'est littéralement moi qui paie la voiture qu'elle apprend à entretenir. Quand elle m'appelait, ce qui n'arrivait que quand elle avait besoin d'argent, elle passait la moitié de la conversation à me parler des derniers conseils avisés de Brian ou de ses gestes généreux tout en considérant mon soutien financier réel comme allant de soi et sans importance. L'ironie me tuait littéralement. Me voilà en train de travailler 50 heures par semaine pour financer entièrement son mode de vie tandis que ce type, qui ne contribue absolument à rien sauf du charme, est traité comme le père de l'année. Au fil des années le comportement d'Emma s'est progressivement détérioré et ses demandes financières n'ont cessé d'augmenter. Elle m'appelait avec des urgences de plus en plus coûteuses qui coïncidaient toujours avec quelque chose d'amusant qu'elle voulait faire ou une amélioration de style de vie qu'elle estimait mériter. Papa, j'ai besoin d'un nouvel ordinateur portable pour l'école, 2500 $ pour un MacBook Pro avec toutes les options alors que son ordinateur actuel fonctionnait parfaitement. Elle affirmait que ses professeurs exigeaient des logiciels spécifiques mais quand j'ai proposé de simplement payer les logiciels pour 200 $, elle a insisté sur le fait qu'elle avait besoin du pack complet pour une performance optimale. Papa, mes amis vont à Canquin pour les vacances de printemps et je suis la seule à ne pas pouvoir me le permettre. 3000 $ pour une semaine de fête incluant les vols, le complexe hôtelier, les repas et l'argent de poche. Elle pleurait au téléphone en disant qu'elle se sentait exclue et que ce n'était pas juste que les parents de ses amis puissent se permettre ces voyages. Quand j'ai suggéré qu'elle travaille quelques heures en plus pour gagner une partie de l'argent, elle a dit que son emploi du temps était trop chargé. Papa, ma voiture fait un bruit bizarre et j'ai peur de la conduire. 8000 $ pour une Honda Civic plus récente alors qu'une réparation de 200 $ aurait réglé le vrai problème, des plaquettes de frein usées. Mais Emma avait décidé qu'elle méritait une voiture plus récente de toute façon et le bruit n'était qu'un prétexte pratique. Elle a fait des recherches sur le modèle exact et la couleur qu'elle voulait, a trouvé la voiture parfaite chez un concessionnaire et l'a présentée comme une nécessité pour sa sécurité. Papa, j'ai besoin de vêtements professionnels pour mes entretiens de stage, 1500 $ de shopping chez Nordstrom parce qu'on n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression. Elle a acheté 3 blazers, plusieurs chemisiers, des pantalons habillés, des chaussures, un sac à main et des accessoires. Quand j'ai suggéré qu'on pouvait trouver des vêtements professionnels pour bien moins cher dans d'autres magasins, elle a dit que je sabotais ses perspectives de carrière et que des pièces de qualité en lesquelles on investit étaient essentielles pour réussir. Papa, ma colocataire a eu son diplôme et je ne peux pas me permettre l'appartement toute seule. Au lieu de chercher une nouvelle colocataire ou de déménager dans un endroit moins cher, Emma voulait passer à un appartement, une chambre plus chère parce que partager l'espace était trop stressant pour sa santé mentale. Le nouveau logement coûtait 400 $ de plus par mois et incluait une piscine et un centre de remise en forme dont elle avait besoin pour l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Mais le pire de tout fut ce que j'appelle l'incident européen. Pendant sa 3e année d'université, Emma a décidé qu'elle devait absolument étudier à l'étranger à Londres pour un semestre. Le programme coûtait 25 000 $, plus que le salaire annuel de certaines personnes. Quand j'ai hésité, Sarah m'a appelé pour m'expliquer que c'était une opportunité éducative unique dans une vie qui démarquerait Emma sur le marché du travail. Emma elle-même m'a appelé en pleurant, disant que toutes ses amies faisaient des programmes à l'étranger et qu'elle prendrait du retard sur le plan académique si elle ne partait pas.
Elle m'a harcelé pendant des semaines avec des recherches sur comment les études à l'étranger augmentent le potentiel de revenus et renforcent le caractère. J'ai finalement accepté en pensant que ce serait bien pour elle. Elle a passé le semestre à poster des photos sur Instagram de restaurants chers, de week-ends à Paris et à Barcelone, d'achats dans des boutiques de luxe et vivait en général comme une touriste riche plutôt qu'une étudiante. À son retour, elle ne parlait que de combien Brian comprenait la valeur de l'expérience internationale parce qu'il avait voyagé pour le travail, tout en méprisant mes questions sur ce qu'elle avait réellement appris sur le plan académique. Chaque fois j'ai dit oui. Pourquoi? Parce que c'est ma fille et que j'étais terrifié à l'idée que dire non l'éloigne encore davantage. Je pensais sans cesse que si je la soutenais suffisamment, si je lui montrais à quel point je tenais à elle à travers mes actes, elle finirait par revenir vers moi et qu'on aurait à nouveau une vraie relation. Lisa a essayé d'être patiente avec toute cette situation mais le comportement d'Emma envers elle devenait absolument insupportable. Le pire est arrivé lors de la fête de remise de diplôme universitaire d'Emma, le printemps dernier, que j'ai bien entendu entièrement payé. Nous avons loué un joli restaurant, invité les amis d'Emma et la famille élargie, toute la célébration. J'étais tellement fier de voir ma fille recevoir son diplôme, en pensant à tout le chemin qu'elle avait parcouru. Pendant le dîner, Emma a prononcé un discours pour remercier tout le monde de leur soutien. Elle a parlé de ses professeurs, de ses amis, de sa mère qui a toujours cru en elle, puis elle a dit et je cite, « Je veux surtout remercier Brian d'avoir été la figure paternelle dont j'avais besoin durant ces années cruciales. Tes conseils et ta sagesse m'ont aidé à devenir la femme que je suis aujourd'hui. J'étais assis juste là, je venais de signer un chèque couvrant 4 années d'université privée pour un total de 180 000 $, j'avais assisté à tous les week-ends par an, envoyé des colis pendant les examens, l'aider lors de ses crises d'angoisse nocturne au téléphone, célébrer chaque bonne note et consoler chaque déception. Toute la pièce est devenue silencieuse, les gens me regardaient ainsi que Brian avec un malaise évident. Lisa a saisi ma main si fort que j'ai cru qu'elle allait me casser les doigts. J'ai réussi à continuer de sourire et à applaudir comme tout le monde mais à l'intérieur j'étais en train de mourir. Après cette nuit le pire c'était que Sarah m'appelait pour demander de l'aide pour les dépenses d'Emma, des choses comme des réparations de voitures, des factures médicales ou des coûts d'urgence, tout en postant simultanément des photos sur Facebook de restaurants chers et de week-end avec Brian. Je pouvais voir exactement où allait mon argent et ce n'était pas uniquement à Emma. Lisa m'a finalement fait asseoir environ un mois après la catastrophe de la remise de diplôme. Nous étions dans notre cuisine après un énième appel frustrant avec Emma et Lisa avait l'air épuisée. « Chérie, tu te fais l'exploiter » m'a-t-elle dit doucement. « Emma ne te respecte pas, ton ex-femme se sert d'elle pour te manipuler et Brian reçoit tout le mérite pendant que toi tu fais tout le travail. Quand vas-tu te défendre? » Mais c'est ma fille et je protestais. Elle est juste jeune et perdue. Le divorce a été dur pour elle. Le divorce date d'il y a 5 ans a répliqué Lisa. À un moment donné être jeune et perdu devient être un adulte qui choisit de te traiter mal. Tu ne peux pas acheter son amour et tu lui enseignes qu'elle peut te traiter comme elle veut tant qu'elle tend la main. Je savais que Lisa avait raison mais Emma restait ma petite fille, du moins c'est ce que je continuais à me dire. Je ne voyais pas que ma petite fille était devenue quelqu'un qui me voyait comme un simple distributeur automatique sur pattes. En décembre dernier juste avant Noël, Emma m'a appelé avec ce qu'elle décrivait comme une nouvelle excitante. Elle était plus joyeuse et bavarde qu'elle ne l'avait été depuis des mois, ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme. Papa, j'ai quelque chose d'incroyable à te dire, Jake m'a demandé en mariage a-t-elle crié dans le téléphone. Jake, 26 ans, était son petit ami depuis environ 2 ans, il semblait être un gars assez bien d'après les quelques fois où je l'avais rencontré, il travaillait comme comptable, calme, stable, semblait vraiment tenir à Emma. Le problème c'est que je le connaissais à peine car Emma le ramenait rarement chez nous, elle l'amenait tout le temps chez Sarah et Brian mais Lisa et moi l'avions vu en tout et pour tout peut-être 3 fois, c'est merveilleux ma chérie et je dis et je le pensais sincèrement. J'étais ravi qu'elle soit heureuse et j'espérais secrètement que le mariage l'aiderait à mûrir et à voir les choses différemment. Quand cela s'est-il passé le week-end dernier? Il a fait tout un truc romantique au parc où nous avions eu notre premier rendez-vous. Oh papa, la bague est magnifique, c'est exactement ce dont j'avais toujours rêvé. Nous avons parlé pendant près d'1 heure, la conversation la plus longue que nous ayons eue depuis des années. Elle m'a raconté à quel point elle avait été surprise, qu'ils avaient déjà commencé à chercher des lieux, à quel point elle était excitée de tout planifier. Pendant ces 60 minutes elle était redevenue ma fille, pas l'étrangère froide qui n'appelait que quand elle avait besoin d'argent. Puis est venu le coup de massue. Papa, je veux que tu saches que Jake et moi prévoyons un mariage cet été et nous espérons vraiment que tu pourras nous aider à couvrir certains frais, dit elle avec cette voix douce et manipulatrice que j'avais appris à reconnaître. Je sais que c'est beaucoup demandé mais c'est un jour si important et je veux que tout soit parfait. J'étais sincèrement ravi qu'elle m'inclue dans quelque chose d'important. Peut-être que ce serait notre chance de reconstruire notre relation. Peut-être que planifier un mariage ensemble nous aiderait à nous reconnecter. Bien sûr ma chérie, tout ce dont tu as besoin, on fera en sorte que tu aies le mariage de tes rêves. Avec le recul cela a peut-être été la plus grande erreur de ma vie.
Au fil des mois le budget du mariage d'Emma est devenu complètement incontrôlable et j'ai vu impuissant mon compte bancaire se vider plus vite que je ne l'aurais jamais imaginé. Mais pire que l'argent c'était de voir à quel point j'étais totalement exclu du processus de planification. Cela a commencé de manière raisonnable. Papa, nous avons trouvé le lieu parfait, c'est à Riverside Manor, tu sais là où les Johnson ont marié leur fille l'année dernière, c'est 15 000 $ pour la journée, ce qui inclut les tables, les chaises et l'éclairage de base. Bon, 15 000 $ c'était élevé mais c'était son mariage, j'ai accepté. Ce que je ne savais pas à l'époque c'est qu'Emma, Sarah et Brian avaient passé 3 week-ends à visiter des lieux ensemble, à comparer les options, à goûter la nourriture, à rencontrer les coordinateurs. J'ai découvert plus tard grâce aux publications d'Emma sur les réseaux sociaux qu'elle cherchait des lieux avec maman et Brian, des photos d'eux riant ensemble dans des salles de bal magnifiquement décorées, Brian donnant son avis sur les centres de table, Sarah et Emma se serrant dans les bras avec enthousiasme quand elles ont trouvé le bon endroit, puis sont arrivés les suppléments. Papa, la coordinatrice du lieu, dit qu'il nous faut absolument des nappes et des centres de table haut de gamme. Pour que ce soit élégant, c'est 5 000 $ de plus. Ensuite la mise à niveau du système sonore pour 2 000 $ car le forfait de base n'inclut pas de micro sans fil pour la cérémonie, puis le forfait d'éclairage amélioré pour 3 000 $ car l'éclairage standard rend tout délavé sur les photos. Chaque ajout m'était présenté comme une décision déjà prise après qu'Emma en ait parlé avec maman et Brian. Je n'étais consulté sur aucune de ces décisions, j'étais juste le type qu'on appelait pour payer la facture finale. Papa, on a décidé que l'éclairage amélioré est essentiel. Brian a assisté à de nombreux événements d'entreprise et il dit que l'éclairage fait ou défait toute l'atmosphère. Papa, la coordinatrice nous a montré des photos comparatives et maman pense que les nappes haut de gamme valent l'investissement. Rien que le lieu a fini par coûter 25 000 $ et je n'ai eu aucun mot à dire sur aucun aspect. Ensuite est venue la catastrophe du traiteur. Emma insistait pour un menu digne d'une destination de luxe parce que c'est un événement unique dans une vie. Papa, le devis initial était de 12 000 $ pour 150 personnes, déjà très cher mais j'ai accepté, puis sont venus les ajouts sans fin qui avaient tous été décidés pendant les séances de planification familiale auxquelles je n'étais pas invité. Papa, on a goûté le service de bar premium et c'est tellement meilleur que le forfait standard, c'est 4 000 $ de plus mais Brian dit qu'un open bar est essentiel pour que les invités soient contents. Papa, le traiteur a suggéré des amuse-bouches servies pendant le cocktail et maman trouve ça plus élégant qu'une simple table de fromage, ça coûte 2 500 $. Papa, Sarah et Brian pensent qu'on devrait faire une station de snack de fin de soirée parce que la danse durera tard. Le traiteur peut faire des mini-burgers et des frites pour 1 500 $. Papa, il nous faut aussi des nappes améliorées pour les tables du traiteur. Celles du lieu ne vont pas avec le nouveau code couleur que maman m'a aidé à choisir. C'est 800 $. Chaque conversation commençait par on a décidé où maman et Brian pensent. Jamais j'espérais où est-ce que ça irait si. Les décisions étaient prises dans le salon de Sarah autour des dîners de famille auxquels je n'étais pas convié et j'étais juste censé financer tout ce qu'ils avaient décidé. La question du photographe était particulièrement révoltante. Emma avait trouvé quelqu'un qui facturait 8 000 $ pour le forfait histoire du mariage, une journée complète de couverture avec 2 photographes, galerie en ligne, photos retouchées, tout le tralala, mais ce n'était pas seulement pour le jour du mariage. Papa, la photographe veut nous rencontrer pour discuter de notre vision et de nos préférences de style. Elle vient chez maman dimanche pour le brunch, nous signifiait Emma, Sarah et Brian. J'ai appris l'existence de cette séance de planification par une photo de groupe qu'Emma a postée ensuite. Brunch, incroyable séance de planification, trop hâte de travailler avec notre photographe pour capturer notre journée parfaite. Ils étaient là, Emma, Sarah, Brian et la photographe tous souriant autour de la table de Sarah entourée d'albums photos et de matériel de planification. Quand j'ai demandé des explications à Emma, elle m'a dit « Oh, toi et Lisa étiez probablement occupés de toute façon, et puis… » Brian a un très bon œil pour la photographie grâce à ses présentations de vente, puis sont venues les séances photos supplémentaires que j'étais également censé financer, 2 000 $ pour une séance de fiançailles et 1 500 $ pour une séance portrait de la mariée. Encore une fois, ces dépenses m'étaient présentées comme des faits accomplis après que la photographe les ait suggérées lors des séances de planification, auxquelles je n'avais pas été convié. Les essayages de la robe ont été une autre épreuve d'exclusion. Emma, Sarah et la sœur de Sarah ont visité 3 salons de robes de mariée différents, passant toute la journée avec déjeuner et champagne. Emma a posté une douzaine de photos de l'expérience. Journée parfaite de shopping avec mes filles, trouver la robe. J'ai appris l'existence de la robe à 4 000 $ quand Emma m'a appelé pour me dire que la boutique avait besoin d'un acompte. Pas de papa, voudrais-tu faire partie de ce moment spécial ni papa? Aimerais-tu voir la robe que j'ai choisie? Juste la boutique a besoin de 2 000 $ d'ici vendredi pour la robe et encore 800 $ pour les retouches. Quand j'ai mentionné que j'aurais aimé être inclus dans un moment si important, Emma m'a répondu papa, les essayages de robe c'est vraiment plus un truc mère-fille. Tu n'aurais pas aimé tout le temps d'attendre de toute façon, mais d'une certaine manière Brian avait été inclus dans la sélection du lieu, les décisions de traiteur, les réunions avec le photographe et le choix des fleurs. Les fleurs coûtaient 6 500 $ pour le bouquet de la mariée, les bouquets des demoiselles d'honneur,
les boutonnières, les arrangements pour la cérémonie et les centres de table, le groupe de musique coûtait 5000 $ pour 6 heures de musique, le transport 1200 $ pour une limousine pour la suite nuptiale, les cadeaux de mariage, les invitations, le maquillage et la coiffure, le dîner de répétition, la décoration d'hiver, tout s'additionnait sans fin, chaque semaine apportait une nouvelle dépense essentielle que je finissais toujours par payer. Le pire, ce n'était même pas l'argent, c'était la façon dont le processus de planification s'était déroulé. Emma discutait chaque détail avec Sarah et Brian, prenant des décisions dans leur salon autour du dîner, demandant l'avis de Brian sur tout, des compositions florales au choix du menu, puis elle m'appelait avec la décision finale. La facture à régler, papa, on a choisi le saumon comme plat principal, tu peux envoyer 3000 $ au traiteur avant vendredi, papa, Brian pense qu'on devrait passer aux nappes haut de gamme, la wedding planée a besoin de 2000 $ cette semaine, papa, maman et Brian m'ont aidé à choisir les fleurs parfaites, voici le numéro du fleuriste, ils ont besoin d'un acompte de 3500 $. Je ne planifiais pas ce mariage, je le finançais simplement. Brian jouait le rôle de père impliqué, aidant à prendre les décisions, pendant que moi j'étais juste le compte bancaire silencieux en arrière-plan, mais j'ai tout payé, chaque facture, parce que je croyais que c'était ma chance d'être le père dont elle avait besoin. Je pensais que si je pouvais lui offrir le jour de mariage parfait, elle finirait peut-être par voir à quel point je l'aimais et que je voulais faire partie de sa vie. Début juin, 3 semaines avant le mariage, j'avais déjà dépensé 78 000 $, c'est plus que ce que la plupart des gens gagnent en une année et je l'avais dépensé en 6 mois pour une seule journée. J'aurais dû voir les signaux d'alerte, j'aurais dû poser des limites, mais j'étais tellement désespéré d'avoir de l'importance pour ma fille que je continuais à signer des chèques en espérant que les choses changeraient. Le mariage était prévu pour le samedi 15 juin, tout était payé, tous les acomptes versés, chaque prestataire réservé et prêt, mon smoking était repassé et suspendu dans mon placard, j'attendais avec impatience de conduire ma fille jusqu'à l'hôtel depuis le jour de sa naissance, c'était littéralement l'un de ces rêves classiques de père que j'avais imaginé des milliers de fois. Puis un mardi matin, 3 semaines avant le mariage, Emma a appelé, il y avait quelque chose dans sa voix qui m'a immédiatement mis mal à l'aise, elle semblait nerveuse. Comme si elle s'apprêtait à annoncer une mauvaise nouvelle. Papa, je dois te parler de quelque chose d'important concernant la cérémonie. Bien sûr ma chérie, de quoi s'agit-il? Eh bien j'ai beaucoup réfléchi à la procession et j'en ai parlé avec maman et Brian, déjà mon estomac s'est noué. Rien de bon ne commence jamais par j'en ai parlé avec maman et Brian, j'ai décidé que je voulais que Brian me conduise jusqu'à l'hôtel, ces mots m'ont frappé comme un coup de poing physique, j'ai dû m'asseoir. Un instant, je n'arrivais même pas à parler, ce que j'ai finalement réussi à dire c'était, Emma, je suis ton père, j'attends ce moment depuis ta naissance, je sais papa et j'apprécie tout ce que tu as fait, mais Brian a été plus une figure paternelle pour moi ces dernières années, c'est lui qui a été là pour moi sur le plan émotionnel, qui m'a donné des conseils, soutenu pendant les moments difficiles, je pense que cela signifierait beaucoup pour lui et pour moi ça semble juste, plus une figure paternelle, alors que j'ai payé pour toute son existence, pendant que lui n'a contribué à rien si ce n'est coucher avec mon ex-femme et lui donner de temps en temps des discours de motivation. Emma, ai-je dit en essayant de garder une voix calme, j'ai financé tout ce mariage, je t'ai soutenu financièrement pendant tes études et après, je pense avoir gagné le droit de te conduire à l'hôtel, papa s'il te plaît ne fais pas de ça une question d'argent, il s'agit de qui a été là pour moi. Émotionnellement et spirituellement, toi et Lisa êtes toujours invités au mariage évidemment, vous aurez une place d'honneur, mais c'est juste que cela me semble être la bonne chose à faire, émotionnellement et spirituellement, j'avais essayé d'être là pour elle émotionnellement pendant des années, mais elle m'avait repoussé, tout en gardant la main tendue pour mon argent, chaque fois que j'essayais d'avoir une vraie conversation elle répondait par des mots secs et agissait comme si je la dérangeais, mais Brian recevait le mérite d'être un soutien émotionnel. Tu es en train de me dire que l'homme qui a brisé mon mariage et n'a rien contribué à ton bien-être va recevoir l'honneur qui devrait revenir à ton véritable père, celui qui s'est sacrifié pour que tu ne manques de rien, papa tu dramatises. Brian n'a pas brisé ton mariage, toi et maman aviez des problèmes bien avant qu'il n'arrive et ce n'est pas une question d'argent ni de contribution financière, c'est une question de relation et de qui a eu une influence positive dans ma vie. J'étais au-delà du chagrin, j'étais en train de devenir furieux. Quel genre d'influence positive Emma, qu'a réellement fait Brian pour toi à part te dire ce que tu veux entendre? Il m'écoute papa, il me donne des conseils sur la vie et les relations, il m'a aidé à prendre des décisions professionnelles et personnelles, il me traite comme une adulte et respecte mes opinions, et moi non, tu ne me comprends simplement pas comme lui. Écoute, je ne veux pas blesser tes sentiments, mais Brian a été plus un mentor et une figure paternelle pour moi que toi, je sais que tu as aidé financièrement et je t'en suis reconnaissante, mais être père ce n'est pas seulement payer des choses. Ce soir-là je suis resté assis dans mon bureau à domicile à contempler la pile de factures du mariage étalée sur mon bureau, 78 000 $ en reçus, contrat et confirmation de paiement, le lieu, le traiteur, les fleurs, le photographe, la musique, sa robe,
tout payé par moi pour qu'un autre homme ait l'honneur de conduire ma fille à l'hôtel. Lisa m'a trouvé là vers minuit, assis dans le noir. Comment s'est passée la conversation? M'a-t-elle demandé doucement même si mon expression lui avait probablement tout dit. Elle a choisi Brian. Lisa est restée silencieuse un long moment, puis elle s'est assise sur la chaise en face de mon bureau. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé à nouveau ses factures. 70 000 $ de mon argent, de mon sacrifice, de ma tentative de montrer de l'amour à une fille qui me voyait comme rien d'autre qu'un moyen de paiement pratique, et quelque chose en moi s'est enfin brisé. Je vais lui apprendre la notion de conséquence. Le lendemain matin mercredi, j'ai appelé au travail pour dire que j'étais malade et j'ai commencé à passer des coups de fil. J'avais à peine dormi mais je savais exactement ce que je devais faire. Le premier appel fut pour le lieu de réception. Bonjour, ici Robert, j'appelle au sujet du mariage Thompson-Miller prévu pour le 15 juin. Je dois annuler l'événement. Oh mon Dieu monsieur, c'est dans seulement 19 jours. Selon votre contrat, une annulation aussi proche de la date entraîne la perte de tous les acomptes et vous devrez quand même payer le solde restant. Je comprends, envoyez-moi la facture finale. Monsieur, vous êtes sûr? C'est une annulation très coûteuse, vous paierez pour tout l'événement même s'il n'aura pas lieu. Je suis sûr, annulez tout et envoyez-moi la facture. Ensuite j'ai appelé le traiteur, même conversation, même résultat, 18 000 $ pour de la nourriture qui ne sera jamais servie. Puis le fleuriste, monsieur, nous avons déjà commandé toutes les fleurs pour le mariage de votre fille, elles sont en cours d'arrangement cette semaine. Si vous annulez maintenant vous perdrez la compte de 3 500 $ et devrez encore 3 000 $. Annulé. La photographe fut légèrement plus compatissante. Tout va bien, y a-t-il une urgence familiale? On peut dire ça. S'il vous plaît, annulez le forfait mariage et envoyez-moi la facture finale. Le groupe de musique, la compagnie de transport, le gâteau de mariage, un à un j'ai tout annulé, chaque prestataire, chaque service, chaque disposition que j'avais payée. À midi j'avais accumulé environ 45 000 $ en frais d'annulation et à compte perdu, mais je n'avais pas terminé. Ensuite j'ai appelé la banque et supprimé l'allocation mensuelle d'Emma, supprimé son accès au compte que je finançais depuis 5 ans, puis j'ai appelé la compagnie d'assurance et je l'ai retiré de ma police d'assurance automobile. J'ai contacté l'opérateur téléphonique et retiré sa ligne de mon forfait familial. J'ai aussi imprimé les documents de transfert de propriété de sa voiture. Je n'allais pas lui prendre son véhicule, ce serait illégal et injuste, mais j'ai transféré le titre à son nom pour qu'elle soit entièrement responsable des paiements à l'avenir. Enfin je me suis assis à mon ordinateur et j'ai rédigé un courriel. Emma, puisque Brian a été plus une figure paternelle pour toi et que tu l'as choisi pour te conduire à l'hôtel lors du mariage que j'ai financé, je pense qu'il est approprié qu'il assume aussi les responsabilités financières d'un père, à compter de. Maintenant je retire tout soutien financier, le lieu de réception a été annulé ainsi que tous les services associés, y compris le traiteur, les fleurs, la photographie, la musique et le transport. Si tu souhaites maintenir ton mariage le 15 juin comme prévu, merci de faire en sorte que ta figure paternelle prenne en charge les arrangements et les dépenses. J'ai également interrompu ton allocation mensuelle et t'ai retiré de mes plans d'assurance et de téléphone. Le titre de propriété de la voiture a été transféré à ton nom, te rendant responsable de tous les paiements futurs et de l'entretien. Je garderai le cadeau de mariage que Lisa et moi avions acheté pour toi et Jake en guise de leçon. Ton père, celui qui s'est réellement comporté comme tel, papa, je l'ai lu 3 fois, vérifié l'orthographe, et envoyé à exactement 14h47 le mercredi après-midi, puis j'ai éteint mon téléphone et dit à Lisa de préparer un sac. Lisa et moi avons conduit jusqu'à un chalet que nous avions loué dans les montagnes à environ 3 heures de route, pas de réseau cellulaire, pas d'internet, juste du calme, de la tranquillité et de magnifiques paysages. Nous avons fait de la randonnée, lu des livres, joué aux cartes et pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Je n'attendais plus le prochain appel de crise financière d'Emma ni la prochaine tentative de culpabilisation passive-agressive, quand nous sommes rentrés dimanche soirée. Que j'ai enfin rallumé mon téléphone, l'écran s'est illuminé de notification après notification, 47 appels manqués, 38 messages textes et 12 messages vocaux, les textos retraçaient clairement les 5 étapes du deuil. Emma 14h52 mercredi, papa qu'est-ce que tu as fait? Emma 14h53 mercredi, appelle-moi tout de suite. Emma 15h15 mercredi, je viens d'appeler le lieu et ils ont dit que tu avais tout annulé. Emma 15h18 mercredi, dis-moi que c'est une erreur. Emma 16h22 mercredi, papa je n'arrive à joindre aucun prestataire, que se passe-t-il? Puis vinrent les messages de jeudi avec un ton nettement différent. Emma 10h jeudi matin, papa je pense qu'il y a eu un malentendu, pouvons-nous parler s'il te plaît? Emma 14h15 jeudi, peut-être qu'on peut trouver un compromis concernant la procession à l'hôtel, appelle-moi s'il te plaît. Sarah 16h45 jeudi, nous avons peut-être été trop hâtifs à propos de Brian. Emma reconsidère, trop peu trop tard, mais le vrai spectacle a commencé vendredi selon les messages vocaux que j'ai écoutés avec Lisa à mes côtés, tous deux partageant un bol de popcorn comme si on regardait un film.
Brian s'était assis avec Sarah et Emma jeudi soir pour discuter de la reprise des dépenses du mariage. Message vocal d'Emma vendredi matin. Papa, quelque chose s'est passé. Brian a dit qu'il ne s'était pas engagé à assumer ce niveau de responsabilité et qu'il n'est pas mon vrai père, donc ce n'est pas à lui de payer mon mariage. Il s'est mis vraiment en colère quand maman a suggéré qu'il devrait prendre le relais puisque je l'avais choisi pour me conduire à l'hôtel. Il a rompu avec maman hier soir et a déménagé. Papa, je crois que j'ai fait une énorme erreur, s'il te plaît rappelle-moi. Apparemment, confronté à une véritable facture de 80 000 $ et à une belle-fille qui avait soudainement besoin d'un soutien financier réel au lieu d'une simple validation émotionnelle, Brian a décidé qu'il en avait fini avec le jeu de la petite famille. L'homme qui était soi-disant une figure paternelle n'a pas été capable d'assumer les responsabilités financières que cela implique réellement. Mais attends, ce n'est pas tout. Samedi matin a apporté cette perle. Message vocal d'Emma. Papa, Jack a annulé les fiançailles. Il a dit qu'il était dégoûté par la façon dont je t'ai traité et qu'il ne pouvait pas épouser quelqu'un qui exploite financièrement son propre père puis le jette pour un homme qui n'a rien contribué. Il a dit que me voir choisir Brian à ta place lui a montré quel genre de personne j'étais vraiment et qu'il ne voulait pas commencer un mariage avec quelqu'un qui avait de telles lacunes fondamentales de caractère. Papa, j'ai tout perdu, mon mariage, mon fiancé, la relation de maman. S'il te plaît, pouvons-nous parler? Selon le message en larmes d'Emma, Jake était apparemment mal à l'aise depuis un moment avec la façon dont elle me traitait, mais l'histoire de l'aller a été la goutte d'eau. Il lui a dit que l'avoir humilié, l'homme qui s'était sacrifié pour elle, lui avait fait comprendre qu'il allait épouser quelqu'un qui pouvait se retourner contre n'importe qui dès que c'était plus pratique. Il a aussi dit qu'il avait de sérieux doutes à l'idée d'épouser quelqu'un issu d'une famille aussi chaotique sur le plan financier et si irrespectueuse envers ceux qui contribuent réellement et se sacrifient. Gars intelligent ce Jake, il a évité une balle. 2 mois ont passé depuis ce qu'Emma appelle le désastre du mariage et les retombées ont été spectaculaires. La réalité financière a durement frappé les 2 femmes. Sarah a perdu son style de vie confortable quand Brian est parti. Elle dépendait bien plus de ses revenus qu'elle ne l'admettait. Il payait son leasing de voiture, ses restaurants, ses escapades du week-end et subventionnait un train de vie bien au-dessus de ce que son emploi à temps partiel dans un cabinet dentaire pouvait permettre. Sans sa contribution financière, elle peine à suivre avec son appartement haut de gamme, les paiements de voiture et ses dettes de carte de crédit accumulées. Elle a déménagé dans un appartement plus petit et moins cher de l'autre côté de la ville, du genre qu'elle méprisait pendant notre mariage. Elle fait des heures supplémentaires et a pris un deuxième emploi le soir en saisie de données selon sa sœur. Sarah se plaint constamment de l'injustice de devoir recommencer à 48 ans. L'ajustement d'Emma a été encore plus radical. Elle est retournée vivre chez sa mère, dormant sur un canapé convertible, et a décroché son premier vrai emploi depuis le lycée dans un magasin du centre commercial pour 12 $ de l'heure, au lieu de recevoir 2000 $ par mois. Le choc culturel a été massif. Emma découvre les journées de 8 heures, les clients difficiles, le travail le week-end et le fait de gagner de l'argent pour payer le loyer, les charges et les courses. Elle a du mal avec les responsabilités adultes de base, a appelé malade 3 fois dès le premier mois, et chroniquement en retard parce qu'elle n'a jamais eu à se soucier d'être ponctuelle et se plaint à ses collègues de ne plus pouvoir se permettre les restaurants ou les vêtements neufs. L'incident le plus révélateur fut quand sa voiture est tombée en panne, le devis de réparation de 1 200 $ l'a mise en panique. Comme je ne répondais pas à ses appels, j'avais bloqué son numéro. Elle a tenté de faire intervenir des membres de la famille pour raisonner papa, sans personne pour l'aider et incapable d'obtenir un prêt. Elle a vendu la voiture pour 800 $ et prend maintenant le bus pendant 90 minutes avec 2 correspondances. Sa vie sociale s'est effondrée. Ses amis de la fac sont passés à des emplois professionnels et des relations avec des gens qui peuvent se permettre des sorties régulières. Emma ne peut plus suivre les invitations à dîner ou les week-ends entre amis. Elle découvre que les amitiés basées sur des activités coûteuses ne survivent pas quand l'un des deux ne peut plus y participer. Plus significatif encore, Emma fait pour la première fois l'expérience du stress financier, de l'anxiété liée au paiement du loyer, de la dépression face au manque d'options et du ressentiment lié au fait de devoir budgéter pour les besoins essentiels. L'ironie c'est qu'elle a enfin l'indépendance qu'elle prétendait vouloir quand elle disait « Je suis une adulte papa et je ne veux dépendre de personne ». Toutes deux ont appelé plusieurs fois en suppliant pour le pardon et de l'aide financière. Sarah alterne entre la culpabilité et le marchandage. « Tu ne crois pas que tu l'as assez puni ou tu es trop vindicatif ?» Emma tente la manipulation pure. « Je me rends compte maintenant de tout ce que tu as fait pour moi et je ferai tout pour réparer. » Mais ce qui en dit long c'est que ni l'une ni l'autre ne s'est réellement excusée pour son comportement. C'est toujours « je suis désolé que cela soit arrivé » ou « je suis désolé qu'il y ait eu un malentendu ». Aucune n'a dit « je suis désolé de t'avoir traité si mal » ni reconnu avoir choisi quelqu'un qui n'a rien apporté au lieu du père qui a tout sacrifié. Lisa pense que je devrais envisager une réconciliation mais seulement si Emma assume pleinement ses actes et fait des excuses sincères, pas juste des excuses parce qu'elle a besoin d'argent.